Question à la une vous propose ce soir les portraits de 4 agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ils nous feront part de leurs inquiétudes, de leurs souffrances et en les écoutant, vous comprendrez à quel point nos fermiers sont dans une situation critique. Il faut savoir qu'en 35 ans, la Belgique a perdu 68% de ses exploitations agricoles. Chaque année, dans notre pays, 1000 fermiers doivent cesser leur activité. Un chiffre édifiant. Voici l'enquête de Stéphanie Lepage. Nos agriculteurs vont-ils disparaître ? Chaque matin, c'est la même angoisse pour Philippe. Fournisseur mazout. Il a nous livré hier et il est déjà là aujourd'hui avec sa facture. 2000 litres, 1018 euros. Mais quand même, c'est 1018 euros pour faire tourner les tracteurs. Et dans 3 semaines, on refait le plein. Alors ici, voilà, ça c'est tout ce qui est fourniture phyto. Sur mon exploitation, à payer pour le 31 du 7, donc c'était hier. Environ à 15 000 euros de rien que de phyto. Alors les lois sociales, 2 000 euros, bon, ça va, par trimestre. On va s'adapter. On va travailler un peu plus pour avoir un peu plus d'argent pour savoir payer tout le monde. Allez. Si on pouvait toutes les mettre à la poubelle sans devoir les ouvrir, ce serait intéressant. On reçoit les factures, on ouvre, c'est un peu... Le stress, c'est là tous les jours. Combien? Qu'est-ce qui reste à payer? Encore autant d'argent, encore ci, encore là. On fait comment? Quand votre compte est alimenté, vous vous dites, ça va. Dans un mois, il y a des taureaux qui partent, c'est de l'argent qui va rentrer, on va renflouer. Et on se maintient en flot comme ça. Mais quand il n'y en a plus, on fait comment? Chaque année, 1000 fermes cessent leurs activités en Belgique. Nos agriculteurs ont du mal à joindre les deux bouts, frappés par les crises successives et par la volatilité des prix. Travailler sans relâche pour gagner peu, le métier n'attire plus. Rares sont les jeunes qui veulent reprendre le flambeau. Nous sommes allés à la rencontre de 4 agriculteurs et les avons suivis dans leur quotidien pour tenter de comprendre leurs difficultés, mais aussi pour voir quelles solutions ils mettent en place pour tenir bon. Le modèle agricole européen est dans l'impasse et une question se pose aujourd'hui. Nos agriculteurs vont-ils disparaître ? « 5h30 du matin. Comme tous les jours, Stéphane commence sa journée de travail par la traite de ses vaches laitières. Le fermier a repris la ferme de ses beaux-parents il y a 22 ans. Mais ces dernières années, avec les crises successives, la confiance n'y est plus. Le prix du lait a énormément fluctué et atteint des pics historiquement bas, jusqu'à 19 cents par litre, alors qu'il faut plus du double pour le produire. De quoi creuser de gros trous dans les finances. Aujourd'hui, le litre de lait est légèrement remonté. Il est payé 32 cents le litre au producteur, un minimum vital. C'est déjà mieux que ce qu'on a eu. Et pour le travail des investissements, et si on veut être rémunéré, c'est pas... C'est pas suffisant? On pourrait avoir un peu plus quand même, non? C'est le même prix qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Hein. Est-ce que vous trouvez un autre métier où vous avez encore payé au prix il y a 25 ans? Je touche le même prix aujourd'hui au prix du lait que ce qu'on a pris comme référence le jour de l'installation et qu'on a fait des calculs avec le ministère pour dire, bon... Et les banques, où est votre rentabilité, à quel prix vous allez vendre votre lait, et voilà, donc ce sont les mêmes prix. Hein. Des prix qui stagnent, voire régressent depuis 30 ans, mais avec des coûts de production qui, eux, n'ont cessé d'augmenter. Tout a doublé. Le prix du matériel, le prix des intrants. Le prix d'un tracteur a doublé. Pour la même marque,
la même puissance. Il faut les sortir. Un tracteur, vous en avez besoin quand même. Hein. Pour boucler ses fins de mois, le fermier a dû vider ses économies. La ferme tourne tout juste aujourd'hui, au jour le jour, mais sans sécurité pour l'avenir. On essaye de faire le gros dos, mais il y a quand même des jours où on se demande si on arrivera à la pension, hein, malgré tout. Hein. Je vous pensais que moi, j'y arriverai. Pas moi personnellement, parce que mais bon, par rapport à mes enfants, que moi, je pourrais arriver à la pension et j'espère pour eux qu'ils pourront continuer, qu'on saura leur transmettre quelque chose. Parce que c'est... Je n'ai pas dit qu'on fait ça pour eux. On le fait, c'est notre métier, mais si on peut transmettre, et on leur a quand même transmis aux quatre à peu près le goût du métier et l'envie, donc pas pouvoir leur transmettre, c'est dur quand même. Oui. Quand on les voit courir comme ça dans la paille, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont en bonne santé. Et puis comme ça, on voit s'il y en a un qui a mal ou pas. On les connaît toutes. Et on sait les caractères de chacun. C'est du boulot de tous les jours, mais bon, comme on est dedans, et comme on fait ça par passion, par amour du métier, ça me pèse pas, c'est notre boulot. Puis bon, ben, dans mon exploitation, si je n'ai pas le bétail en plus de mes cultures, ça va être un peu difficile. Depuis son adolescence, Philippe travaille à la ferme. Longtemps en famille, aujourd'hui il est seul et travaille sans relâche. On ne peut pas compter ses heures. Si on compte ses heures, on va arrêter tout de suite. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Ou par jour? Oh, de moyenne, on va compter entre 10 et 12 heures. Et c'est tous les jours, 365 jours par an. Aujourd'hui, les fermes sont de vraies entreprises. Chaque mois, des milliers d'euros entrent et sortent. L'agriculteur tente de maintenir un équilibre financier, mais arrive rarement à se dégager un salaire décent. 40% des fermiers affirment gagner moins de 1 000 € par mois. On se demande pourquoi on travaille. Maintenant, on se dit... Oui, ben... Les parents ont gagné de l'argent, ont travaillé beaucoup, ont gagné de l'argent. Maintenant, les marches, ben... Qui les prend? Les grandes surfaces, les gens qui dépendent de nous, de qui nous on dépend. Parce qu'on dépend du marché, donc... Aujourd'hui, le fermier ne fait pas le poids face aux industriels qui imposent leurs marges. Prenons par exemple un litre de lait vendu en moyenne à 90 cents dans le commerce. Seuls 32 cents sont reversés aux producteurs. Le reste va aux transformateurs qui touchent 28 cents, au supermarché 25 cents et pour la TVA, 5 cents. Il y a des fois, on se dit ben, pourquoi on travaille et puis maintenant nous, en 55 ans, on peut dire ouais, on va tirer jusqu'à encore 10 ans et puis c'est bon, en espérant que ça ne soit pas encore plus grave que ce que ce n'est maintenant. Le problème, c'est les jeunes. Moi, je dis les jeunes, moi, je dois tirer mon chapeau parce que se lancer là-dedans maintenant, c'est pas facile du tout. Allez là, on avance. Allez, chut. Allez, allez, chut. Allez, on avance là. Allez, chut. Allez, on avance. Allez. À la ferme du Vieux-Bure, Armel est déjà la 4e génération d'agriculteurs. Voilà. Mais pour sûr, c'est celle qui a le plus de soucis.
Au pire de la crise, le fermier perdait 7 000 € par mois, se levant 7 jours sur 7 pour travailler à perte. On a réfléchi à tout. Maintenant, arrêter l'étable ici, à la première crise, elle avait 1 an. Je suis parti pour 20 ans d'emprunt. Même si je voulais arrêter, je sonne à ma banque et la réponse est non, tu travailles. Je ne vais pas dire non, tu travailles toute t'es, mais on n'avait pas beaucoup de choix. À ce moment-là, beaucoup de collègues et moi, on sentait un petit peu des sortes d'esclaves modernes. Hein. On est là comme des beaux petits soldats, à travailler matin et soir, à faire du lait gratuit et au travail, et c'est tout. Le jeune agriculteur croule sous les emprunts et doit rembourser 12 500 € par mois. Une pression financière que vivent la majorité des agriculteurs belges, mais qui reste tabou dans le secteur. On a toujours peur d'être mal vu par le voisin ou on a peur s'il y a peut-être un voisin qui voudrait nous prêter une prairie, nous louer une prairie, ben, on se dit peut-être qu'il ne nous la mettra pas parce qu'il va penser que je ne suis pas un bon payeur. Donc tout le monde dit que ça va bien, on va bien, tout le monde va bien. C'est toujours en apparence tout va bien et derrière on rame et on a dur. Mais on le cache, on souffre en silence, surtout. Si Armel tient bon, d'autres ont déjà lâché prise. En 35 ans, la Belgique a perdu 7 exploitations sur 10. Il en reste à peine 37 000 aujourd'hui. La superficie moyenne par exploitation a dès lors presque triplé. C'est le phénomène de concentration des terres. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter en arrière. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est dépendante des importations. En 1957, elle met alors en place une politique agricole commune, la PAC, visant à garantir son autonomie alimentaire. Les agriculteurs sont incités à produire plus, toujours plus, et à investir pour se mécaniser, se spécialiser. Dans les années 70, l'Europe devient autosuffisante, mais décide d'exporter, de conquérir les marchés étrangers. On parle alors des rivières de lait et des montagnes de beurre de l'Europe, qui pour réguler sa production et contrôler les prix met en place des quotas. Chaque agriculteur doit acheter une part du gâteau pour pouvoir produire. Mais en avril 2015, l'Europe décide de supprimer les quotas. Son offre explose, alors que la demande mondiale, elle, est en baisse, notamment en raison de la diminution des importations chinoises et de l'embargo russe sur certains produits. Conséquence, les prix chutent et l'agriculteur doit vendre à perte. En un siècle, on est passé d'un modèle d'autonomie des fermes à une production toujours plus intensive et standardisée. L'agriculteur n'est plus qu'un maillon de la chaîne, son niveau d'endettement a triplé en 30 ans et il s'est terriblement appauvri. Premier témoin et victime de cette situation, les partenaires des fermiers, comme par exemple les vétérinaires. Nous, on vit des difficultés des fermiers. La césarienne est toujours au même prix qu'il y a 10 ans ici, en Belgique en tout cas. Césarienne de vache, par exemple, c'est 100 € tout compris. Hein. Donc c'est pas cher payé avec médicaments, TVA, etc. Et on ne sait pas augmenter ce prix-là puisque le fermier est soumis à cette baisse de prix incessante. Allant de ferme en ferme, les vétérinaires recueillent souvent la détresse des agriculteurs. C'est tous les jours qu'on la voit. Hein. Et c'est même un petit peu usant pour notre métier parce que les fermiers actuellement, il ne faut pas semblant de se plaindre, hein, donc c'est vraiment vrai, mais ils se demandent s'ils vont encore durer longtemps. Ici dans la région, il reste une ferme par village, alors que moi, j'ai commencé il y a 30 ans, ici au Bain-de-Château, il y en avait au moins 10. Ici, on remonte 40 ans en arrière, c'est pas 10 qu'il y en a, c'est 25. Ici, tout le monde était fermier ou avec quelques vaches. Voilà. Elle est bonne pour le service. Il ira beaucoup mieux demain et après. Oui, un jour de traite à part. Philippe, Ça va et toi? Bien. Fais les moissons? Fini la moisson, fini hier. Chaque semaine, depuis 20 ans, Philippe reçoit la visite de son fournisseur d'engrais, de pesticides et de semences. Une relation basée sur la confiance. Que ce soit Philippe ou d'autres fermiers de la région, il y a une relation amicale.
Et pour finir, bon, c'est vrai, on connaît les parents, les enfants, les petits-enfants. Et la misère de chacun. Et les problèmes de chacun. Ouais. Voilà. On peut discuter d'argent, on peut dire, bon, ouais, écoute, ça va être un peu difficile pour moi, je ne sais pas payer. Voilà. Voilà, c'est la relation. Et puis lui, il fait intermédiaire entre la comptabilité et nous autres. C'est un mélange qui s'appelle Stécie. Avec les mauvaises récoltes et les prix bas l'année dernière, de nombreux clients ont des arriérés de paiement. Donc, on va faire ça. Alors. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est malheureusement dans tout secteur. Secteur céréales, betterave, gros point d'interrogation. Et dans le bétail, n'en parlons pas, c'est pas bon non plus. Donc c'est vrai qu'on doit serrer les coudes et c'est vrai qu'on essaie de trouver des solutions d'une ferme à l'autre. On essaie de s'adapter. Mais c'est pas évident tous les jours. Les agriculteurs comptent sur la tolérance de leurs fournisseurs pour régler quand ils peuvent. Surtout qu'ils ont d'autres gros investissements à payer, comme le matériel agricole. Il y a 3 ans, Philippe a dû racheter un bulle télescopique pour remplacer son tracteur vieillissant. C'est une petite, mais qui coûte quand même 75 000 €. Hein. Juste pour en manger aux bêtes et charger du fumier et faire la paille. 75 000 €, c'est quand même un paquet de sous. Et alors, bon, le tracteur qu'il y a là derrière, c'est le même, c'est 85 000 quand vous avez fait le compte de tout. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'investir des sommes pareilles? Oui, oui, oui. Mais bon, je suis un petit peu obligé, je suis tout seul sur l'exploitation. Faire tourner l'exploitation, les bêtes, plus les terres. Si vous n'avez pas du matériel adéquat et qui vous permet d'avancer... Le manque de main-d'œuvre, c'est un problème que connaît aussi Armel. Alors c'est à la famille qu'il demande régulièrement de l'aide. Ça va, un peu de temps pour moi. Donc tu veux, dis-moi. À son frère quand il est en congé, mais surtout à son père, à qui il a repris l'exploitation, mais qui travaille encore quotidiennement avec lui, malgré ses 76 ans. On fait ce qu'on peut. On n'a plus 20 ans. On a encore beaucoup d'idées, mais plus de moyens. Sur le tracteur, toute la journée, ça va, mais manuellement, ça devient compliqué. Voilà, c'est ce qu'on peut, allez. 76 ans toujours au boulot, tous les jours, à venir aider, bénévolement. Je le ferai de temps en temps, bénévolement aussi, réparation, et entretien, tout ce qu'on peut lui demander. Bénévolement aussi, parce qu'on ne sait plus payer personne, donc... Et sans ça, ce serait difficile? Bah ouais, c'est déjà dur, donc sans un coup de main encore en plus, ça devient très compliqué. En 30 ans, la Belgique a perdu 60% de ses travailleurs agricoles. Il en reste 74 500 aujourd'hui. Son grand frère ayant choisi la mécanique, c'est Armel qui a dû reprendre l'exploitation familiale, malgré l'envie de poursuivre ses études pour être professeur. Vous avez un peu poussé pour qu'il reprenne? Oui. Je ne sais pas si on a bien fait ou si on a mal fait. Sans travail, il ne sera jamais. Mais la rentabilité, ça n'est pas toujours... Je ne sais pas. Ça devient compliqué aujourd'hui. Un jeune qui commence aujourd'hui, il faut s'en sortir, il faut rembourser les dettes. Pour une jeune dame qui s'est suicidée, ici, 56 ans, pourtant ils avaient dans les 300 bêtes et je ne sais pas, un autre s'est jeté dans la Meuse. Il y en a toujours eu des suicides comme ça, mais en agriculture, il y en a quand même assez bien, tout ce temps-ci. Mais dans le temps, on vivait plus tranquille qu'aujourd'hui. C'est ça le... Si on n'a pas fait les études aujourd'hui, il ne faut pas vouloir commencer. Il faut tantôt être agronome aujourd'hui pour commencer ce métier. Hein. Et avoir les parents bien solides derrière. Des parents qui peuvent soutenir la transmission, mais aussi un conjoint qui remonte le moral et les finances. Si l'isolement est le pire pour un agriculteur, Stéphane est lui bien entouré. Aujourd'hui, la plupart des épouses de fermiers ne travaillent plus sur l'exploitation, mais ont un boulot à l'extérieur. De quoi assurer un revenu stable en temps de crise. Quand on a eu la grosse crise du lait en 2009, c'était mon salaire qui payait une grosse partie des factures. Parce que quand il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Je pense que c'est ça le problème dans toutes les fermes. Pourquoi toutes les femmes ont travaillé?
Il n'y a pas que nécessairement l'envie de sortir. Hein. Je crois que si monsieur a envie de manger tous les jours, bien compter un peu sur le salaire de madame. Hein. Ou l'inverse. Si c'est madame qui est à la ferme, c'est monsieur qui doit. Je crois qu'en connaissance de cause, ils sauront aussi que c'est pas resto sorti tous les jours, parce que ça c'est pas possible, donc ils pensent même pas. Je crois que finalement, il y a d'autres aspects. Hein. Chez les Godefriot, les 4 enfants mettent volontiers la main à la pâte, et encore davantage durant les vacances. Tu as fini ton acte. Et même le petit-fils n'y échappe pas. Ici, on est baigné dedans dès le plus jeune âge. La joie d'être ensemble et la bonne humeur sont de mise, surtout quand une naissance se prépare. Regarder sans intervenir, c'est dur aussi. Stéphane est un peu inquiet. Sa génisse vèle 4 jours à l'avance, ce qui n'est pas habituel. Le veau pointe le bout de son nez. Le fermier décide d'aller prêter main forte. Voilà. Femelle. Des naissances, Stéphane en voit des dizaines par an, mais cela reste malgré tout toujours un moment particulier. C'est la réussite de 10 mois de travail, puisqu'on soigne la bête depuis 9 mois pour avoir un veau quand même. Hein. C'est 9 mois de gestation, c'est être sûr qu'elle est pleine, c'est réussir le vélage. Donc c'est comme un moment important dans la vie de la ferme. Hein, Stéphane est d'autant plus content que le veau est une femelle. Car aujourd'hui, faire naître un veau mâle coûte plus d'argent qu'il n'en rapporte. Les veaux mâles en race laitière, en général, ils partent pour l'engraissement des veaux. Ils valent peut-être 50 € pièce. C'est vraiment rien du tout hein, par rapport à ce qu'on va en faire et au travail qu'on a fourni. Ici, on a insémine tout, donc rien que le prix de la dose pour ce taureau, c'est 50 € ou 45. Donc on va se retrouver là à juste faire bouffe. On va juste payer le prix de la dose. Ici, il y a quand même une amélioration génétique pour l'élevage, pour le troupeau et un espoir de progresser. La journée est réussie. Après chaque naissance, le fermier a 7 jours pour marquer le veau et l'inscrire auprès des services d'identification animale. Voilà. Une procédure administrative qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Chaque semaine, Stéphane passe plusieurs heures à gérer ses contraintes. C'est toujours plus. Ça ne diminue jamais. Ils nous disent qu'on va diminuer l'administratif, qu'il faut réduire les charges administratives, mais je vois que ça ne change jamais, hein, c'est toujours en plus. Et le jour où on a contrôle, il faut savoir ressortir tous ces papiers-là pour justifier ce qui s'est fait, quoi. Les contrôles sont fréquents et la moindre erreur peut être lourde de conséquences. C'est pas toujours facile d'être en ordre tout le temps, à tout moment. Hein. C'est pesant parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas se tromper, il faut pas... Si on n'est pas en ordre, eh bien, ce sont des sanctions de l'AFSCA, de l'ARCIA, et les sanctions, c'est... Chez nous, c'est facile, hein. Ils prélèvent à la base, donc ils prélèvent sur vos aides et vous n'avez rien à dire. Vous pouvez jouer votre année d'aide, hein. Les aides aux agriculteurs, mais de quoi s'agit-il? Pour compenser les prix bas qui ne permettent pas aux fermiers de vivre, l'Europe a mis en place des aides compensatoires aux revenus qui leur sont versées chaque année. Un budget global européen qui s'élève à 55 milliards d'euros par an. Ces aides sont données à l'hectare, ce qui pousse les fermiers à toujours s'agrandir, malgré les prix exorbitants des terres agricoles. Aujourd'hui, Stéphane sème de l'engrais vert pour régénérer le sol entre 2 cultures. C'est l'une des nombreuses conditions qui lui sont imposées pour obtenir les aides européennes. Il reçoit 34 000 € d'aide par an, sans lesquelles il ne pourrait pas se maintenir à flot, ni rembourser ses emprunts. Si vous faites un emprunt, ils vous demandent combien d'aides PAC vous recevez. C'est une garantie de ce que vous allez recevoir. Donc ça justifie des emprunts. Si un jeune veut faire un emprunt sans les... Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que ça, mais c'est une part de votre garantie de revenus. Donc, non, ça, on ne peut pas. Ben oui, ils nous tiennent, puisque au moindre écart, ils viennent piocher dedans comme pénalité. Donc, on est point et pied liés. Hein. Si Stéphane gère tant bien que mal cette pression,
d'autres n'arrivent plus à la supporter et en viennent à des solutions extrêmes, allant jusqu'à mettre fin à leur jour. En France, on a dénombré 2 suicides d'agriculteurs par jour l'année dernière. En Belgique, aucune statistique n'existe. C'est la politique de l'autruche. Pourtant, les cas sont nombreux et ça ne date pas d'hier. Magda est agricultrice. Avec son époux, elle a géré la ferme et élevé 4 enfants. Mais il y a 10 ans, celui-ci a mis fin à ses jours, épuisé par toutes les procédures administratives. La peur de remplir mal un papier, et pour les personnes sensibles, une erreur, ça peut amener à des choses où vous ne pensez plus qu'à ça et ça vous mine l'esprit de toute façon. C'est ce qui est arrivé à votre mari? Je pense que ça y a beaucoup contribué de toute cette charge administrative, de se dire si je fais une erreur, toute mon année va être malmenée à cause de ça. Et qu'est-ce que je ferai pour pouvoir récupérer une erreur d'un instant aussi. Et ça, psychologiquement, quand on est déjà un peu fragile, c'est très très difficile. À un moment donné, il a craqué, voilà, avec toutes les conséquences qui en découlent et comment on fait. Comment se relever après cette épreuve? Comment reprendre la ferme seule quand il y a du boulot pour 2? Magda a décidé de continuer d'avancer. C'est sûr que c'est des choses très très difficiles à vivre. Et malgré tout, on a 2 possibilités. Ou on arrête tout et on se cache du monde et on vit reclus quelque part. Ou on prend le taureau par les cornes, on rebondit et on essaye de vivre au mieux les situations difficiles. Et on s'accroche pour s'en sortir. Donc le fait de demander de l'aide de l'un ou l'autre à ce moment-là, ça m'a, je pense, permis de rebondir plus facilement. Et j'ai l'impression que si je n'avais pas demandé de l'aide tout de suite, je n'en serais pas sortie aussi bien maintenant. Magda avait notamment demandé de l'aide à l'ASBL Agricole. Là, pour le moment... Agricole, bonjour. Créée en 2005, l'association est basée à Namur. Oui, bonjour, comment allez-vous? Elle vient en aide gratuitement et de façon confidentielle aux agriculteurs en détresse qui demandent à être épaulés. Une permanence téléphonique est accessible tous les jours. Et si vous parlez d'une reprise, ce serait une reprise pour qui? Votre fils. Et donc vous attendiez une nouvelle date de rendez-vous. Donc vous êtes déjà venu? D'accord, il y a 2 ans. Ok. Et ici, vous rencontrez à nouveau une difficulté? La permanence reçoit entre 5 et 25 appels par jour. Les raisons sont multiples, mais le plus souvent, il s'agit de problèmes financiers, comme pour ce dernier appel. Merci, au revoir. Alors, il y avait des huissiers qui commençaient à arriver parce qu'il y avait des problèmes au niveau financier. Il y avait aussi des problèmes techniques au niveau de l'exploitation. Je pense que la porte d'entrée, c'est beaucoup le financier parce que c'est ce qui les tracasse beaucoup. Maintenant, ça reste une porte d'entrée, donc il y a beaucoup aussi de problèmes plus d'ordre psychologique ou de difficultés de solitude ou de dépression. C'est souvent des décès dans la famille. Des conflits dans la famille avec les voisins ou justement avec la charge mentale du fait de ne pas savoir gérer les finances, de voir les bêtes qui vont pas bien parce qu'on n'a pas les finances pour bien les nourrir. L'année dernière, l'ASBL a suivi 415 personnes. Elle offre d'abord une écoute, mais analyse ensuite en équipe comment venir au mieux en aide à l'agriculteur en fonction de ses problèmes. On part toujours en binôme en fait en intervention et donc on essaye de voir en fonction de la situation qu'est-ce qui va être le plus approprié. Donc c'est de mettre un psychologue avec un agronome, un psychologue avec un financier, un agronome avec un financier. Enfin voilà, on fait des binômes les plus adéquats possibles en fonction de la situation de la personne et puis on reprend contact avec la personne et on lui propose un premier rendez-vous en ferme. Aujourd'hui, c'est un binôme d'analystes financiers et agronomes qui seront chez Pierre de Brichy dans le Hainaut. Depuis plusieurs mois,
Ces spécialistes tentent d'aider l'agriculteur dans sa gestion de la ferme. Par rapport à la dernière fois qu'on était venu, nous on a eu l'occasion de regarder les chiffres que vous nous avez communiqués. Et donc on a préparé ici une petite analyse, comme on avait dit. C'est pour regarder où vous en êtes maintenant. Et donc on voit qu'il y a, sur les 5 premiers mois de l'année, si on compare aux 5 mois de l'an dernier, vous avez augmenté votre production de lait de 10%. Donc on voit que tout ce que vous avez entrepris suite aux différentes rencontres qu'on a eues porte déjà ses fruits avec des coûts qui sont en diminution. Donc je m'attends, quand on ira plus loin dans l'audit, à ce que les résultats soient encore meilleurs en termes de rentabilité. C'est le but, hein, parce que bon, c'est quand même une entreprise, il faut la faire tourner, donc perdre de l'argent tous les ans, c'est pas possible. L'année dernière, avec un prix du lait au plus bas, l'agriculteur a perdu 50 000 euros. Et financier pour voir. Je payais pour moi travailler. Voilà, ça c'est. Pour moi, c'est pas concevable, mais bon, on payait pour travailler. Et on devait se lever tous les jours, samedi, dimanche, jour férié, pour traire, et en sachant qu'on allait perdre de l'argent, quoi. Ça, c'est très très dur. Mon épouse est infirmière à mi-temps. Et j'ai un boulot en plus, je suis représentant quoi, en fait, à titre complémentaire. Mais même avec ça, c'est pas possible. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, quoi. Malgré sa situation difficile, pour l'agriculteur, il n'a pas été simple de demander de l'aide. Prendre le téléphone et faire le numéro, c'est pas facile. On est fiers de ce qu'on fait et c'est difficile de se dire, écoutez, ça ne va pas, la ferme ne tourne pas. Bon, maintenant... Allez, je l'ai fait, je ne suis pas mécontent de l'avoir fait. En 2021. L'équipe respecte la volonté de l'agriculteur, qui le plus souvent demande qu'on l'aide à sauver son exploitation. C'est l'agriculteur qui est quand même le maître, le chef de son exploitation, le maître à bord. Et donc il fait appel à nous pour être un peu guidé, on va servir un peu de GPS, mais c'est lui qui quand même à la fin définit et choisit quelle route il va prendre et quelle direction, son choix, quoi. Chacun a sa fibre, sa philosophie, donc... Ça, on le laisse faire, on ne juge pas. L'agriculteur est confronté à une sorte de cercle, c'est-à-dire que pour pouvoir peut-être générer plus d'argent, admettons ici dans son cas, augmenter la production de lait, il faudrait peut-être plus de vaches ou plus d'aliments. Mais pour avoir plus de vaches, plus d'aliments, il faut plus d'argent. Or, il n'en a pas. Et donc, il est un peu bloqué. Et donc, nous, on voit ce cercle et on essaie justement de casser ce cercle et de trouver des petits leviers pour faire revenir l'argent, je dirais, petit à petit, euro après euro, et essayer de relancer la dynamique de l'exploitation. Et donc, c'est ça qui est le plus compliqué. Des fois, c'est un peu un casse-tête. Ici, il propose notamment une diminution du nombre de bêtes et un étalement du crédit. Des mesures qui visent à améliorer la rentabilité de la ferme à long terme. Du moins, c'est ce qu'espère M. de Brichy. Actuellement, on travaille 12, 13, 14 heures par jour et on gagne moins qu'un chômeur. C'est tout. C'est-à-dire ? Si j'ai 500 euros par mois, je peux être content. Et ces mois-là, je peux dire, ouf, j'ai gagné des sous. Les autres mois, on a payé ses factures et puis si vous devez manger à côté, les petites fermes, ça disparaît de plus en plus. Et nous, c'est un caterpillar tous les ans qu'on vit en agriculture. Et personne n'en parle. Ça, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais on espère quand même un jour être payé pour le travail qu'on fait, parce qu'on a le droit, comme tout le monde, de vivre. Les agriculteurs s'accordent peu, voire pas de congé du tout, si ce n'est une fois par an, pour se rendre à la foire de Libramont. Oui, mais on n'ose pas se faire une idée de la somme qui est déployée ici sur c'est énorme. On regarde, on n'a pas besoin. Si on n'en a pas besoin, on n'achète pas. Mais n'empêche que le matériel devient de plus en plus grand. C'est le monde de la... Allez, ouais. Quand on moi, voit je ne sais ça... pas tirer ça avec mon tracteur. Non. Toi non plus. Non, moi non plus. Elles sont bien, je dis non. Ouais, ça va. Elles sont pas stressées. Elles sont bien dressées. Voilà. Il n'y a plus qu'à trouver les amateurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut dire qu'on est de moins en moins traire. Dans les taureaux testés, tu as l'autre qui est... On commence par les plus chers et on va aller par les... Et il est à 10 plus 2 maintenant.
Elle est à 39 € de base, on peut l'inclure dedans. Donc... La dernière fois, il y avait une promotion quand on prenait tout génotypé. Immunity Plus aussi. Immunity Plus, voilà. Ouais, voilà. Vous avez toujours ça? Oui, on l'a toujours. Chaque année, Armel, Philippe et Stéphane arpentent les allées. L'occasion de faire quelques emplettes, de prospecter ou de promouvoir son savoir-faire. Mais c'est également un moment de détente où l'on sort de son isolement et où l'on peut échanger avec ses pairs. Tout le monde a des ennuis et des allées, c'est pas toujours évident, mais c'est parfois savoir que d'autres en ont aussi, parce qu'on croit parfois qu'on est toujours tout seul dans son coin et que d'autre part ça roule, quoi. Hein, mais bon, et ça permet parfois d'échanger pour avancer aussi. Hein. Moi j'ai fait ça, toi t'as fait ça et. Chez les autres ça ne va pas non plus, ça fait des bien. Enfin, oui, ça te rassure. C'est pour se dire qu'il y a des problèmes partout et qu'on n'est pas tout seul dans son caca. Oui. On se demande si c'est de notre faute ou. Oui, c'est ça quoi. Est-ce que c'est moi qui travaille comme un con? Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai comme il faut? Est-ce que je. Oui, c'est ça. C'est se reposer des questions sur la gestion, surtout. Quand on vous dit, voilà, votre viande, on la vend à tel prix, on se dit, mais c'est pas possible. Quand on la voit à la boutique, à quel prix elle est valorisée, on se dit, c'est un manque de reconnaissance pour notre boulot, parce que c'est nous autres qui prenons tous les risques. L'industrie, ce qu'elle veut, c'est qu'on produise le moins cher possible. Tout ce qui est agroalimentaire n'a jamais eu autant de bénéfices que ces dernières années. À un moment donné, il faut se poser des questions aussi. Donc on est tous un peu coupables ou responsables. Le politicien aussi, il a son rôle à jouer. Quand vous investissez, c'est pour 20 ans. Hein. La PAC change tous les 5. On change les données du jeu tous les 5 ans. Quand on nous a dit qu'il faut vous mettre aux normes, on a investi pour le mettre aux normes. Mais l'investissement, c'est sur 15 ans de remboursement. Depuis 96 ou 2006 plutôt, quand on a fait ces mises aux normes, mais on a fait la PAC 2010, 2012, 2000. Maintenant c'est déjà dans 2020, on va seulement avoir fini de rembourser hein, la mise aux normes. Et 2020, après c'est quoi? On a demandé aux agriculteurs de produire pendant toute une période et on ne s'est pas préoccupé de valoriser nos produits. Et maintenant on se rend compte qu'on a peut-être dépassé une borne et qu'on a oublié de valoriser nos produits et on doit y revenir à valoriser nos produits et à reprendre la maîtrise sur les produits qu'on sort de nos exploitations. Maintenant il y a effectivement des marchés porteurs comme le bio, comme les circuits courts où on voit de l'engouement et où ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire sur les variables. David Pierrard s'est joint à la discussion. Ce jeune agriculteur a lui justement décidé de reprendre la maîtrise de son outil en changeant de cap. David venait de reprendre l'exploitation familiale quand il a vécu de plein fouet la crise du lait en 2009. Il a dès lors décidé de prendre un autre chemin en se convertissant à l'agriculture biologique. Tiens, on prend la ficelle et je prends le piquet et on part. Allez, go. On en a beaucoup, ouais. Il y a eu 6 ans au mois d'avril que je me suis converti en... Enfin, que j'ai passé le pas de m'inscrire dans l'agriculture biologique. Qu'est-ce qui a motivé la conversion? Que l'exploitation était déjà orientée sur des productions du même style. Qu'on avait la structure pour pouvoir le faire. Et puis il n'y a rien à faire, il y a des convictions personnelles qui étaient là. Et donc on a passé le pas, c'était une grande décision parce qu'il n'y a rien à faire, il y a tout un cahier des charges à respecter. La conversion au bio dure 2 ans et n'est pas simple à assumer au niveau financier. Il n'y a rien à faire. En temps de crise, le fait de passer au bio, ça a été un investissement supplémentaire puisque les incitants financiers qu'on reçoit de l'Europe via la région wallonne n'arrivent quand même que plus d'1 an après la conversion, ou la prise de décision de conversion. Et le surcoût des 2 premières années de conversion n'est pas négligeable puisque tout ce qu'on achète à l'extérieur doit être certifié bio. Et donc, ça c'est le même principe que le consommateur. Est-ce qu'il achète dans le magasin en bio est plus cher, tout en continuant à livrer du lait qui est repris dans le circuit conventionnel. Il fallait une petite réserve quand même pour affronter les premiers achats. Mais David comprend que c'est un moindre mal, que c'est pour lui le seul moyen de résister à la crise du lait. Je pense que si j'étais resté en conventionnel avec un système comme j'avais, je ne serais plus là. Parce qu'avec les différentes crises, le fait que j'ai repris récemment, que j'ai repris seul, sans avoir de sécurité financière,
J'aurais vidé mes caisses en temps record et je n'aurais pas tenu le coup et j'aurais pas su affronter les différents investissements qu'il y avait encore à faire. Aujourd'hui, une ferme sur 9 est biologique en Wallonie, un chiffre qui a doublé en 7 ans. Certains agriculteurs se convertissent d'ailleurs plus par opportunisme pour toucher les primes à la conversion que par idéologie, ce qui inquiète un peu le jeune agriculteur. Notre prix de vente dépend de la demande du consommateur. Donc le jour où l'offre dépassera la demande, ou l'offre se rapprochera de la demande en produits bio dans les magasins, ben forcément ça aura un impact sur le prix auquel on vend nos produits. Maintenant, pour l'instant, ça tourne. On ne se fait pas, on fait pas énormément de profit, et on fait tourner nos exploitations. David vend son lait bio 48 cents le litre, soit 50% de plus que le lait conventionnel. Ingénieur de formation, il tente de mettre en place un modèle viable. Il laisse ses vaches nourrir elles-mêmes les veaux et traite en prairie. Objectif, diminuer un maximum ses coûts de production et sa charge de travail. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette voiture-là? Mais il faut qu'on téléphone pour dire qu'on la prend. On la prend? Ben oui. Ouais. Aujourd'hui, la famille se permet l'achat d'un nouveau véhicule. La ferme tourne, mais l'agriculteur, père de 3 enfants, reste néanmoins très prudent. On sait que les consommateurs ont aussi des budgets parfois limités pour l'alimentation. Donc voilà, il n'est pas dit que le bio va continuer à être un marché particulier. Et on sait aussi que l'industrie s'y intéresse de très près et qu'à partir du moment où on industrialise un secteur, ou en tout cas on essaye de le faire paraître comme commun, ben on retire un atout important qu'on a dans notre marché, quoi. Je ne pense pas que les produits qu'on trouve en bio pour le moment soient à des prix surfaits. Quand on compte l'ensemble des coûts de production, il faut bien ça. Et c'est peut-être plutôt l'inverse qu'il faut se poser comme question, c'est que pour le moment le bio tourne et payé à des prix justes. C'est sans doute que le conventionnel n'est pas payé à sa juste valeur, et parce que c'est un des secteurs qui s'est industrialisé aussi, et voilà. Pour récupérer une emprise sur les prix de vente de leurs produits, certains agriculteurs ont eux décidé de se diversifier. Il y a un mois, Armel et son épouse Mireille se sont lancés dans la transformation de leur lait en crème, glace ou yaourt et dans la vente directe. Ici, tu as les produits qu'on fait à la ferme, avec crème fraîche, nature, l'épaisse et tout ce qui est yaourt à manger et yaourt à boire. Et là, c'est tout ce qui est produit de la région. Se lancer dans cette nouvelle aventure lui a coûté 45 000 € au couple. Heureusement, une petite moitié de cette somme a été financée par un crowdfunding sur le net. Plus de 260 personnes ont soutenu le projet. C'est enrichissant, c'est chouette de voir les gens en direct, donc ça c'est super. Vous avez un bon retour là pour l'instant, ça fait quelques super, ouais, c'est génial. Ça nous booste à continuer. Mireille, psychologue, a dû renoncer à l'un de ses 2 mi-temps pour aider à la transformation et à la vente. Mais les débuts de la boutique sont encourageants. Oui. Il y a 15 jours, ils étaient délicieux. Ah bah c'est gentil. Quand les gens reviennent la deuxième fois et qu'ils apprécient le produit, alors là c'est vraiment la satisfaction. Moi je revis. Je pense qu'on manque un peu de reconnaissance dans les fermes vu notre travail. Donc là c'est vraiment la reconnaissance qui nous revient en plein fouet et qui nous fait du bien fou. Armel a suivi des cours en partie subsidiés par la province pour apprendre à transformer et a dû se conformer aux nombreuses règles de l'AFSCA. Un gros investissement de temps et d'argent, mais que l'agriculteur ne regrette pas. Quand je rentre ici dans mon petit local maintenant et que je mets mon beau petit bonnet et ma belle petite veste, ben, j'ai l'impression vraiment de faire un autre métier. Et 43 ans, ben, ça fait... je sais pas, voilà, un autre métier, un nouveau départ. Un peu plus juste. En transformant son lait, Armel espère faire une plus-value à la vente et renflouer ses caisses à long terme. Un pari sur l'avenir. Je ne voyais plus de sens, mais plus aucun sens à mon travail. Se lever 7 jours sur 7 et négliger ma famille, ma santé,
Je suis pas sûr que les gens se rendent compte à quel point on peut perdre sa vie. Je trouve que l'industrie s'en sort toujours très bien. Elle voit jusqu'où une majorité d'agriculteurs peuvent aller. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils laissent aller jusqu'au maximum. Et puis quand ils voient que là, on ne sera pas les plus bas, on ne sera pas, ils vont craquer. Allez, ça redémarre, on va... Et puis alors, naturellement, le politique dit que c'est grâce à lui, alors qu'il n'a jamais rien fait. Et toute cette hypocrisie, tout ça, moi, j'en peux plus. Et si je suis bien content de faire ma petite popote, j'ai l'impression de reprendre un peu les rênes de mon travail. Il y a 2 générations, les fermes étaient autonomes et diversifiées, avant que l'on encourage les monocultures et les productions standardisées. Aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs tentent de faire marche arrière. On est un petit peu aux commandes du Titanic ou d'un gros paquebot. Et il est super long à faire tourner, mais à un moment donné, il faut quand même essayer de le faire tourner dans le bon sens. S'il y a vraiment une attache familiale là derrière qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'être celui qui arrête, et puis on aime quand même... Ça fait des générations qu'on se bat pour avoir ça, donc on ne veut pas lâcher. Vendredi soir, c'est repas entre agriculteurs à la ferme du Vieux-Bure. Ouais. Surchargé de travail, Armel a dormi 2 heures la nuit passée, mais il lui reste encore un peu d'énergie pour débattre avec ses amis. Personnellement, je préférais qu'il n'y ait plus de primes et que chacun reçoive un prix juste pour sa production. Oui, mais c'est basique, c'est tellement simple, c'est tellement vœu pieux. Maintenant, bon, le système est fait comme ça et voilà, il faut qu'on suive. Mais bon, dans l'absolu, l'idéal, c'est un prix juste. Mais ça, tu n'auras jamais. C'est pour ça que tu as fait un système de dommage. prix, c'est pour diminuer les prix dans les supermarchés, donc tu n'auras jamais. On pourrait fonctionner très localement et ne plus passer par ces intermarchés-là. On serait intermarché, on aurait tout ce qu'il faut dans nos magasins qui serait le fruit d'une rémunération juste aux agriculteurs. Quand je sors d'ici et que j'ai fait mes achats pour ma semaine, je me dis que j'ai fait vivre 5 producteurs locaux. Je me dis que grâce à ça, là je vois réellement le pouvoir qu'on a en tant que consommateur. Combien de pourcentage est conscientisé là-dessus? C'est très peu, c'est très faible. Mais de plus en plus, on était à 3%, je ne sais pas, j'extrapole, mais on va arriver à 4-5%. Et puis à un moment donné, c'est fin du mois. Ouais, je suis conscientisé, mais je suis payé, c'est fin du mois. Moi, quand je vois, parce que je m'occupe un peu de la page Facebook de la ferme, quand je vois le nombre de gens qui ont mis des commentaires en disant mon papa a retrouvé le goût du yaourt nature qu'il ne connaissait plus, parce que tous les goûts dans les supermarchés, tout est devenu aseptisé et sans goût, et le nombre de gens qui disent il y a du yaourt qui a du goût, du lait qui sent le lait, et c'est vraiment les personnes âgées qui réagissent en disant, en redécouvrant des odeurs de leur enfance. Les personnes âgées, ça commence à 50 ans. Hein. Mais non, mais faire découvrir ça. C'est ce qu'on dit à l'ancienne génération qui dit j'ai retrouvé le goût de la côtelette, tu dis ça y est, je suis dans le bon, voilà. C'est que je fais vraiment un produit de qualité et continuons quoi. Les gens passent dans nos magasins, ils prennent ce qu'ils peuvent y trouver, même faut reconnaître, on n'y trouve pas tout. T'as pas de produits pour te laver, les produits de vaisselle, donc ça peut être un bon compromis. Venez chez nous trouver les produits qui vous plaisent et pour le reste, vous allez dans les grandes surfaces ou ailleurs. Donc ça peut être un complément. Mais ce que les gens vont prendre le temps, c'est... On va essayer de faire de la qualité, on va faire tout pour, mais convaincre les gens, je ne sais pas si on y arrivera. On peut essayer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut convaincre les gens et c'est ça qui est le plus difficile. Le consommateur a son rôle à jouer, mais il n'est pas le seul. À Bruxelles, les travaux sont en cours. La Commission européenne est en ce moment en train de plancher sur la future politique agricole commune, la PAC 2020. Nous avons sollicité l'interview du commissaire européen à l'agriculture, l'Irlandais Phil Hogan, mais celui-ci n'a pas donné suite à notre demande. Ancien paysan, Henri Leclou fait lui partie de plusieurs groupements d'agriculteurs belges et européens et les représente plusieurs fois par an lors d'un dialogue civil organisé par la Commission et qui rassemble tous les acteurs du secteur. Mais il a l'impression de prêcher dans le désert. L'Europe, le Conseil, le Parlement européen sacrifient ces paysans. La Commission, elle est sourde aux revendications de la base. Je considère que la Commission, elle est déconnectée de la base. Ils sont dans leur religion, du tout au marché. Et ça conduit à des douleurs énormes. On va tout droit vers la liquidation
une grosse partie de l'agriculture. Elle va être aux mains de puissants groupes financiers, de banques, d'industriels, de producteurs d'aliments, de toute une série de groupes financiers, mais il n'y aura plus d'agriculteurs. Donc l'Europe perd son âme. Selon lui, il faut revoir le modèle agricole européen pour sauver une profession gravement sinistrée. Mais l'Europe des 28, à tendance libérale, semble engagée sur une autre voie. Il n'y aura pas une réorientation fondamentale. Je ne pense pas. Mais l'histoire n'est pas écrite. Donc moi je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus grande de citoyens à faire changer les choses. On peut avoir des changements. Vous y croyez vraiment? Je pense que c'est inévitable, parce qu'on va dans le mur. Notamment car il n'y a pas de relève. Le métier n'attire plus. En Belgique, les moins de 35 ans ne représentent qu'un très faible pourcentage des agriculteurs, moins de 5%. Et un fermier sur deux, âgé de plus de 55 ans, n'a pas de repreneur identifié. Quel avenir alors? L'Europe est dans l'impasse. Et pour les agriculteurs qui tentent de tirer leur épingle du jeu, c'est l'inquiétude. Quand il a un coup de blues, Philippe, lui, va voir ses bêtes. On leur parle. Quand on vient les voir, vous êtes là, au milieu de la prairie, tout seul. Vous leur parlez comme à des gosses. Vous leur racontez leur misère. On se dit, bon, on a créé ça. On a mis du temps, de la passion. Et ça vaut rien. Ça vaut plus rien. C'est pas gai. Voilà. C'est notre vie. Mais il faut pas que ça dure encore des années parce que ça va plus aller. Bon, il y en a de ceux qui disent, ben non, on continue et on verra, mais on ne sait pas où on va aller et qu'est-ce que les politiques veulent de nous, qu'est-ce qu'on veut faire de nous, comment on va nous diriger, personne ne le sait. Voilà.